messieurs, dames. Si le jingle est passé, on va pouvoir commencer. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion, pour cette table ronde consacrée à la sobriété. Sobriété entre espoir et réalité, une controverse, donc un débat. C'est évidemment un thème récurrent dans le débat public, notamment depuis que les effets du réchauffement climatique se font durement sentir, y compris ici même à Aix, même si on est plutôt pas mal ce matin. Alors, comment concilier transition environnementale et croissance? Vieux débat. Comment, pour les entreprises, faire rimer performance économique et sobriété? Alors, la sobriété, justement, parlons-en. Qui en veut encore de la sobriété? Un chiffre, par exemple, savez-vous que cette année, 5 milliards de passagers voleront dans des avions. C'est un record mondial. Et puis il y a aussi le coût de la transition environnementale, dont on sait qu'elle est profondément inflationniste. On sait que pour beaucoup, la question de la fin du mois est bien plus aiguë, bien plus importante et compliquée que la fin du monde. Alors ce sont des débats récurrents, et en même temps, les choses changent, avancent avec le temps. L'enthousiasme que l'on a connu en France, notamment après la COP 21, a laissé place à une forme de rationalité, de pragmatisme dans le tissu économique. En même temps, la baisse des émissions carbone est une réalité en France, il faut le dire aussi. Le dernier rapport du Haut Conseil du climat nous donne ce chiffre, moins 31% des émissions carbone depuis le début des années 90. On est encore loin du net zéro que l'on est censé atteindre d'ici 2050. Il reste 70% du chemin, 70% qui seront plus difficiles, plus coûteux à atteindre. Alors, jusqu'où aller? Pour répondre à toutes ces questions, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités au cœur de ces problématiques de transition environnementale. Arnaud Piéton. Arnaud, bonjour. Vous êtes le CEO Bonjour. de Technip Energies. Technip Energies, qui est donc une société d'ingénierie et de technologie au service de la transition énergétique dans son ensemble. Je rappelle votre chiffre d'affaires annuel, une petite entreprise qui fait 6 milliards en 2023, 15 000 collaborateurs dans 34 pays et 65 ans d'existence. À vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Goldstein. Emmanuel, bonjour. Vous êtes le directeur général de Morgan Stanley France. Vous êtes par ailleurs responsable du groupe Transport et Infrastructures pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Merci à tous les deux. On peut les accueillir, vous pouvez les applaudir. Et on va commencer immédiatement par une première question d'actualité pour essayer de poser un petit peu le cadre et de dessiner l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. À quelques jours des élections, on vient de vivre 15 jours d'une campagne surprise, d'une campagne éclair pour les législatives, dans laquelle, à aucun moment, je dis bien aucun moment, on a parlé environnement, sobriété, transition énergétique. Peut-être une première remarque là-dessus. Est-ce que ça a complètement disparu du débat public? Est-ce qu'on est les derniers ici, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, à en parler? Peut-être Arnaud Piéton. Merci et bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin pour ce rendez-vous. Oui, on en a effectivement très peu parlé et c'est bien dommage. Parce que pourtant, je pense qu'une des raisons pour laquelle on a la situation à laquelle on fait face aujourd'hui en France, c'est en partie à cause du prix élevé de l'énergie et du fait qu'on ne parle pas suffisamment, qu'on ne met pas suffisamment au centre du jeu le sujet de l'indépendance énergétique de la France, ou plutôt de son manque d'indépendance énergétique. Parce que tant qu'on n'aura pas atteint cette indépendance énergétique en France, on restera sujet aux fluctuations du monde, au bon vouloir de certains pays, de certains blocs. Et c'est dommage qu'on n'ait pas mis ça au centre du jeu dans la conversation de ces dernières semaines. Parce que je pense que ça réglerait, en tout cas ça adresserait un grand nombre des problèmes. Maintenant, je ne pense pas que le sujet sobriété et transition ait disparu du débat, et certainement pas du débat mondial. Donc ça reste très présent, c'est encore là, ça a été mis de côté pour 15 jours, on va y revenir très vite. Bon, une réaction, Emmanuel? Oui, je partage aussi le fait que ça n'est pas inquiétant en soi, en fait, parce que nos concitoyens considèrent que ça reste un objectif important.
que de faire évoluer nos sociétés vers plus de sobriété. Si je cite quelques chiffres, une étude de l'ADEME montre que 85% des Français pensent que leurs concitoyens consomment trop. Mais comme on n'est pas... Les autres, c'est souvent les autres. Voilà. C'est comme pour les impôts. Comme on n'est pas à une contradiction près, il y en a 70% qui pensent qu'eux, en revanche, ne consomment pas trop. Donc c'est cette réconciliation à laquelle il faut parvenir, et ça reste bien sur le radar des uns des autres. Et on en a besoin. Je pense qu'on voit un certain nombre de phénomènes climatiques qui rappellent régulièrement, et c'est de par le monde, qui rappellent régulièrement pourquoi on fait tout ça. C'est pas pour punir les uns les autres, mais si on ne le fait pas, et avec l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète, etc., on aura des vrais problèmes extrêmement disruptifs qui créent des morts, qui détruisent de la richesse. Il faut trouver des manières aussi de mesurer la profitabilité des choses dans un cadre large, et très heureux de revenir sur ces thématiques un petit peu plus tard. Oui, parce que ce que vous dites là est vrai aussi pour les entreprises, évidemment. Donc les entreprises, on sent, après vraiment un souffle post-COP21, vraiment qui avait entraîné toute la place, on sent que le soufflet retombe un peu du côté des entreprises, que la transition environnementale est de plus en plus coûteuse, que c'est de plus en plus compliqué. Cette question de la sobriété, de la transition, de la décarbonation, a-t-elle aussi, alors peut-être pas disparu évidemment, mais prend peut-être moins de place aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Arnaud Piéton. Pas du tout. Au contraire, le sujet de la transition énergétique ou de la sobriété ou de faire mieux, parce qu'il ne s'agit pas de faire moins. Il faut, notamment dans le monde de l'énergie... Pas de décroissance. Sobriété ne veut pas dire décroissance. Pour moi, alors je vais tout de suite de mon point de vue, tuer le débat. Croissance durable versus décroissance, je pense que c'est pas le bon débat. Les deux sont purement théoriques et spéculatifs. Ce sont deux modèles linéaires, croissance durable versus décroissance. Bon, on les oppose. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus circulaire, qui sera source de croissance. Okay, donc, voilà, pour commencer. Et ensuite, les décisions des entreprises et Technip Energies, aujourd'hui, nous, on construit, on est un peu les architectes et les maîtres d'œuvre de la décarbonation et de l'industrie, enfin de l'infrastructure énergétique. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est que par rapport à il y a 5 ans, les entreprises continuent et nous réclament maintenant des solutions bas carbone. Donc, on a l'intention de faire tel ou tel développement, que ce soit un développement gazier ou que ce soit des carburants pour l'aviation durable. Technip, donnez-moi un design traditionnel, mais donnez-moi aussi l'alternative bas carbone, afin que je puisse la mesurer, et aidez-moi à la rendre affordable, c'est-à-dire bon marché, afin que je sois capable, abordable, merci, afin que je sois capable de choisir cette solution. Ça, c'est une demande qu'on vous demande. Et ça, maintenant, systématiquement. Et c'est absolument pas sorti de notre stratégie. Au contraire, notre stratégie à nous, c'était d'imposer à nos ingénieurs que nos clients nous les réclament ou pas, on doit leur offrir. Okay, donc quand on reçoit un appel d'offres ou quand on est consulté pour des études et des designs de l'infrastructure de l'énergie de demain ou l'infrastructure industrielle, non seulement on leur donne le truc standard, si je puis dire, tel que demandé, mais s'ils ne nous ont pas demandé quelque chose de plus vertueux, on leur donne l'alternative vertueuse. Okay, mais qui est plus cher en général. C'est en général plus cher, mais notre rôle et nos rôles d'ingénieurs, parce qu'on est une boîte d'ingénieurs, on a 15 000 ingénieurs de par le monde, c'est vraiment d'arriver à résoudre cette équation pour rendre les solutions bas carbone abordables. C'est ça le rôle des ingénieurs, des nouvelles technologies, etc. Et c'est notre mission. Est-ce que c'est aussi ce que vous demandent les marchés financiers? Et après, j'en viendrai à vous, Emmanuel. Est-ce que cette performance carbone est demandée par vos investisseurs et est-ce qu'elle est à l'origine d'une sorte de performance financière? Malheureusement, très peu. Le bulletin de notes des entreprises est resté un peu le même. On continue à être mesuré sur notre performance financière, sur notre carnet de commandes, sur notre retour aux investisseurs, etc. Il y a très peu de primes à l'entreprise vertueuse, si je puis dire. Alors, ça attire un certain nombre d'investisseurs nouveaux. Pour certains, on est maintenant Technip Energies, une société dans laquelle les fonds ESG investissent. Donc ça, c'est quelque part une bonne chose. Mais au niveau macro, il y a très peu de primes à l'entreprise en transition, malheureusement. Emmanuel Goldstein, peut-être une réponse à ça. C'est vrai qu'on a vu
une période très faste sur la défense de l'ESG, une pression des marchés par les grands bailleurs internationaux. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'ils se sont fait notamment beaucoup attaquer par les ONG. Aujourd'hui, on parle de green hushing. On ne parle plus des efforts que l'on peut demander en faveur de la transition énergétique parce que c'est prêter le flanc pour se faire battre si ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Comment vous voyez les choses depuis la banque d'affaires que vous dirigez? Alors, nous restons, mais comme beaucoup d'entreprises, sur le net zéro en 2050. Et en fait, c'est très délicat d'opposer la rentabilité et la transition énergétique. Et je vais vous citer quelques exemples de mesures de sobriété qui conduisent en fait à faire des économies. Quand on remplace des gobelets en plastique par des mugs qui sont réutilisables, au début, c'est compliqué, il faut changer les comportements, etc. Mais une fois que ces comportements sont entrés en vigueur, vous dépensez beaucoup moins, en fait, parce que vos mugs n'ont pas besoin d'être remplacés trop souvent, vous les lavez, etc. Et donc, vous n'avez plus ces gobelets en plastique. Donc, vous avez atteint votre objectif et fait des économies, ce qui est donc bon pour le PNL, hein, le compte de résultat de l'entreprise. Maintenant, c'est sûr que les marchés financiers n'ont pas vocation à simplement récompenser des concepts de transition énergétique qui ne seraient pas profitables. Ce n'est pas en soi. Donc, il appartient au pouvoir public d'internaliser les externalités. Il faut que les choses soient reconnues à leur vrai coût énergétique. Je voudrais en citer un exemple. Vous connaissez ce système de bonus-malus sur les voitures qu'on a appliqué depuis quelques années. On a pris des critères très simples de consommation. Et ensuite, on a décidé d'intégrer en fait des critères plus larges de consommation carbone, mais dans l'ensemble de la production de la voiture. Et pas seulement la consommation de la voiture. Ça, c'est très vertueux. Parce qu'en fait, au lieu de prendre des terres rares dans les pays nordiques, de les amener en Chine pour fabriquer la batterie, et puis de ramener la voiture avec sa batterie en Europe, là, vous réintégrez l'ensemble de cette chaîne logistique qui, en fait, consomme du carbone, et vous avez le vrai coût de la voiture. Et au lieu d'être dans un système punitif où vous dites il faut que vous achetiez une voiture électrique parce que ça suffit comme ça, il faut l'avoir, là, vous la subventionnez en taxant plus lourdement les voitures qui consomment beaucoup de carbone, qu'elles soient électriques et qu'elles consomment donc dans leur chaîne de production du carbone, ou alors que simplement elles consomment du gasoil, de l'essence, etc., dans des proportions élevées. Si vous regardez les consommations moyennes des véhicules à essence, elles ont très très fortement baissé maintenant. C'est très très clair. Et donc les normes qui sont imposées aux constructeurs automobiles, elles ont un vrai impact. Voilà. Et de toute façon, tout le monde est sur la même ligne, et donc les marchés prennent ce qui est, c'est les entreprises automobiles, elles ont des normes qu'elles doivent respecter. Il se trouve que c'est vertueux, par ailleurs c'est profitable, et donc je reconnais les performances de ces constructeurs automobiles. Et donc on peut tout à fait réconcilier les deux si les pouvoirs publics jouent bien leur rôle de normer les choses à l'échelle mondiale. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que ce n'est pas le rôle des marchés de dicter la conduite aux entreprises, même si elles le font par certains indicateurs. Le carnet de notes reste toujours le même, c'est la performance économique. Mais c'est à la puissance publique de poser le cadre. Alors, pas aux investisseurs je vais dessus. corriger alors ça, si c'est ce qui a été compris. C'est bien sûr au pouvoir public de fixer les normes, mais le fait que nous, comme banque, comme beaucoup d'autres banques, nous ayons comme objectif net zéro en 2050, signifie que nous réduisons notre exposition et les financements que nous accordons à des systèmes qui sont très carbo-intensifs, si je puis dire. Et donc, cette politique continue, je me permets de vous arrêter, mais c'est très important, parce qu'on entend beaucoup, moi en tant que journaliste économique, de chefs d'entreprise, peut-être y en a-t-il dans la salle ici, expliquer qu'on a fait plein d'efforts jusqu'à maintenant, on a réussi à baisser de 30, 40% nos émissions carbone, 50, 60, ça devient très dur maintenant, parce qu'on n'a pas de solution nouvelle. Technip Énergie va être là certainement pour les apporter, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est peut-être compliqué, mais regardez quand il y a eu le conflit en Ukraine. Nous avons réussi en France à baisser la consommation d'électricité ou d'énergie en général de 10 à 15%, sans vraiment faire de sacrifices, vivre dans le noir, simplement en étant sobre. Et donc, on arrive à changer les comportements. Et donc, le pari des banques, parce que c'est un pari nécessaire pour la société, pour l'ensemble des pays du monde, pour des raisons notamment climatiques que j'indiquais, font que nous ne révisons pas du tout l'objectif. Nous avançons tranquillement. Il y a des technologies qui se développent et qui vont permettre progressivement d'arriver à cet objectif. Et nous finançons cela. Ouais, moi, je pense qu'il faut remettre quelque chose, faut que quelque chose soit très clair.
tout n'est pas visible du grand public. Ouais. Mais le sujet de décarbonation, le sujet de transition énergétique, alors j'aime pas l'association transition énergétique parce qu'il n'y a pas de transition énergétique, on a de l'addition énergétique. On a toujours autant de charbon, malheureusement, plus de gaz, toujours du pétrole. Les énergies carbonées représentent toujours 80% voilà. au niveau mondial des énergies. Et on a ajouté à ça le solaire, l'éolien et le nucléaire qui, heureusement, revient. Bon, donc c'est plutôt une addition d'énergie. Le millefeuille ne fait qu'épaissir. On a besoin de plus. Le sujet, c'est moins d'émissions. C'est pas moins d'énergie, c'est moins d'émissions. Et on a une vision, nous, qui peut être française ou européenne, mais la transition énergétique en Inde, elle veut dire quelque chose d'autre que ce qu'on en définit, nous, ici. Donc, et qui sommes-nous pour... Donc, c'est intéressant le rôle de notre entreprise, qui est un peu une sorte de vigie de ce qui se passe dans le monde. Mais ce qui est certain, c'est que cette transition énergétique ou cette décarbonation, on est en plein dedans. Ça avance. Tout n'est pas visible. C'est important de le rappeler. Mais ça avance dans tous les États et dans toutes les entreprises. Ça avance et ça transforme l'entreprise. C'est-à-dire que ça a ouvert de nouveaux partenariats chez vous, je crois, à Technip Energies. Quand on pense à... Vous avez utilisé une combinaison de mots que j'aime bien, une sorte de radicalité pragmatique. Donc soyons radicaux mais pragmatiques. Et c'est ce qui manque souvent, c'est le pragmatisme. On n'aime pas trop compter, on aime les concepts, mais quand il faut faire les additions, c'est moins fun. Mais oui, il faut aller vite avec la réglementation, il faut aller grand, parce qu'on a quand même un problème qui est d'une échelle phénoménale. Le nombre de gigatonnes de CO2 émises par an, c'est environ 45-50 gigatonnes. La taille, l'échelle du truc est massive. Donc, il faut se mettre au niveau du challenge de cette échelle, quoi. Donc, il faut construire, et il faut beaucoup construire, il faut beaucoup décarboner, il faut passer par l'hydrogène vert, l'électrification, la capture de CO2, parce qu'il y a des industries, notamment le ciment, pour ne prendre qu'un, ou la génération d'électricité à partir de gaz, qui ne peuvent pas être proprement, j'allais dire, décarbonées sans passer par la capture de CO2. Il ne faut pas rejeter ces trucs-là, il ne faut pas de dogme, il faut une forme de pragmatisme, et surtout, il faut voir grand. Okay, et à propos des partenariats, il faut aller loin. Le challenge qui nous est présenté, il nous demande d'aller au-delà, de former des associations qui étaient peut-être contre nature, a priori. Chez Technip Energies, ça s'est passé il y a 2-3 ans, par une association entre nous-mêmes et IBM. On s'est dit, pourquoi Technip Energies et IBM? On n'avait rien à voir ensemble, a priori. Mais on s'est associés pour le recyclage des textiles, des fibres textiles, polyester, élastane et coton. Textile à textile. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de tonnes de textiles qui est déversé tous les ans dans des déserts, des textiles dont vous et moi, on ne veut plus. Donc c'est un peu l'éléphant dans la pièce, on ne le regarde pas, le problème est ailleurs. Et on s'est dit, cette matière première, il faut qu'on l'utilise à quelque chose. On a cherché, on a des solutions, et on est passé de l'échelle laboratoire maintenant à l'échelle démonstrateur, qui est en cours de construction en Allemagne. Mais on a trouvé chez IBM, qui avait des laboratoires de chimie, des solutions pour recycler ces textiles. Parce que IBM, il y a 30 ans, se sont lancés dans la recherche pour le recyclage des composants électroniques. Bon, mais cette association entre Technip Energies, IBM et une marque de sport, parce qu'on a Under Armour avec nous, pour cette co-entreprise, elle était contre nature, a priori. Et en réalité, IBM nous dit, ils se sont lancés la tête la première avec nous, on y va, sans limite. Donc il faut s'ouvrir, il faut faire tomber un certain nombre de barrières, certains compromis, et puis juste s'aligner derrière une ambition commune. La volonté de l'optimisme, Arnaud Pietron, il y a de belles histoires, effectivement, au sein des entreprises pour faire avancer, même si elles sont parfois un peu discrètes et pas forcément perçues du grand public. Mais il nous reste 5 minutes. Et donc, en conclusion, une question à la fois très ouverte, mais peut-être pour finir sur une note d'optimisme. On en manque beaucoup en ce moment. On peut donc concilier capitalisme et sobriété. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, solution environnementale pour l'avenir. Absolument. Je voudrais vous citer peut-être quelques chiffres qui sont un peu invisibles, mais d'ici 2030, par année, les banques et les marchés vont fournir 600 milliards de financement pour la transition environnementale. Les entreprises, 430 milliards par an, et les États, 350 milliards par an. C'est juste pour vous dire qu'en fait... On est donc à près de 1500 milliards de financement annuel. Voilà, exactement, d'ici 2030. Donc il y a des choses qui avancent, c'est vraiment une lame de fond qui est toujours absolument en route. Et puis après, les entreprises, elles ont à inventer
de nouveaux business models, de nouveaux formats qui concilient tout à fait la profitabilité et la sobriété. Je voudrais en citer un exemple qui peut parler aux uns et aux autres. Darty-Max, c'est un système par lequel vous avez un contrat annuel où Darty va venir réparer vos appareils. C'est nouveau, ça a été inventé il y a 3-4 ans. Alors, Darty, ce n'est pas une entreprise charitable, ils sont là pour gagner de l'argent. C'est que c'est rentable. Et voilà, et donc ils ont inventé ce nouveau format qui sert tout à fait l'objectif de sobriété. Eh bien, les entreprises, tous les jours, inventent de nouvelles choses pour leurs employés ou pour être commercialisées et pour servir l'objectif de sobriété. Et en plus, vous avez une aide de 50 € de l'État pour réparer votre frigo ou votre lave-vaisselle, ce qui coûte quelques 600 millions d'euros quand même à nos comptes publics, mais pour réparer votre petit électroménager. C'est 2,5 millions d'interventions par an. Merci beaucoup à tous les deux. Un mot sur la conclusion peut-être, pour prendre une ou deux questions. Pas grand-chose de plus à ajouter, simplement que l'exemple qui vient d'être pris, il confirme qu'il faut sortir de ces modèles linéaires, que ce soit croissance linéaire ou décroissance. Soyons inventifs. Soyons inventifs et il faut inventer ce système circulaire. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et on peut prendre une ou deux questions dans la salle. C'est toujours compliqué pour le premier. Monsieur là-bas. Je vais bien lancer la si vous pouvez vous présenter. Merci. Oui, alors bonjour, Philippe Desplanques, je travaille pour une structure d'insertion. Petite question, vous avez commencé en abordant le sujet politique, vous nous avez un peu rassuré sur le sujet économique. Néanmoins, passerelle politique, économique, est-ce que quand même vous avez aussi de bonnes nouvelles à nous donner? Est-ce que néanmoins les interactions avec le monde politique aujourd'hui s'améliorent aussi? Est-ce qu'ils comprennent mieux votre rôle, votre interaction? Est-ce que vous apportez? Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de le verbaliser sur le commun des mortels que nous sommes? Alors peut-être en regardant en arrière, parce que l'avenir est très incertain. Alors je vais répondre peut-être très rapidement, mais vu de notre fenêtre, les interactions avec le monde politique, et alors je vais notamment le ministre de l'économie, enfin de l'industrie, Roland Lescure par exemple, ou Agnès Pannier-Runacher, on parle de pragmatisme radical. Ce sont des gens, qui savent compter, 2, qui comprennent très bien la problématique et qui sont bien conscients, et pour avoir fait des visites d'usine avec Roland Lescure dans nos locaux, je peux vous assurer que, alors je parle de lui parce que c'est lui actuellement en poste, mais il sait s'adresser aux soudeurs, aux peintres, et puis on parle des sujets de sobriété de manière très intelligible et intelligente. Donc il n'y a pas, personne n'est là, personne n'ignore la taille du problème, ni ses solutions, en fait. Donc il y a un niveau de, pardon pour l'anglicisme, d'awareness qui est très fort, en tout cas avec les interlocuteurs avec lesquels nous parlions jusqu'à maintenant. Oui, absolument d'accord avec ça. On voit bien qu'il y a beaucoup de benchmarking qui sont faits pour voir ce qui se fait dans d'autres pays. Et c'est à travers d'ailleurs le spectre, l'arc-en-ciel politique. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que ça ne sert à rien de faire de la transition environnementale punitive, en fait, qu'il faut trouver une manière de changer les comportements, de trouver des dispositifs qui sont vertueux, qui ne sont pas trop coûteux pour les finances publiques, mais qui ont un impact maximal. Et ils en ont tous vraiment conscience, et donc ils travaillent vraiment dans cette direction. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a une dernière question très rapidement? Eh bien alors, on va si. Une dernière. Madame, bonjour. Si vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Marina Ponce. Je passe en prépa l'année prochaine. Et j'aurais voulu savoir ce que vous diriez à des futurs ingénieurs qui voudraient travailler sur cette sobriété en entreprise. Merci. C'est le moment d'embaucher. Absolument, donc on va se voir. C'est une très bonne. Merci pour cette question. L'année dernière, j'avais fini mon intervention ici même par un appel aux ingénieurs et en vous disant que vous faites partie de la solution. Ou en anglais, il y a des « you're part of the solution ». C'est incroyable. Il y a un âge d'or pour les ingénieurs que vous ne pouvez même pas mesurer. La demande pour l'ingénieur, pour l'ingéniosité et la mise à l'échelle des solutions du futur est immense. Donc, félicitations pour votre choix, mais vraiment, il y a un boulevard magnifique parce qu'il y a beaucoup de choses à réinventer. Et notamment pour les femmes. Et notamment pour les femmes. Nous recrutons d'ailleurs exactement à parité 50% de jeunes diplômés femmes et masculins. C'est la règle chez nous depuis 4 ans. Parité exacte sur les jeunes diplômés.
Emmanuel, alors, terminé. Un mot, parce que les ingénieurs vont dans l'industrie, ils vont dans les services, ils vont aussi dans la finance. Oui. Trop. Il faut moins d'ingénieurs dans la finance et plus dans l'industrie. Alors, Morgan Stanley a lancé un centre de quant en avril 2022 à Paris, où nous avons Donc déjà... de quant, de finance quantitative. Voilà, exactement. Finance quantitative, des données appliquées au marché. Et donc, ils font des algorithmes, ce genre de choses. Et typiquement, on en a un certain nombre qui travaillent sur la manière dont l'environnement évolue dans le monde, comment on peut par exemple pricer des prix de l'énergie à l'ouverture de tel ou tel marché, selon ce qui s'est passé à tel ou tel endroit d'un point de vue climatique, du point de vue des mouvements de bateaux qui vont livrer des produits énergétiques, etc. Et donc vous avez plein de manières, en fait, avec un background d'ingénieur, un arrière-plan d'ingénieur, de vous mettre effectivement au service de la sobriété énergétique. Allez, merci à tous les deux, on peut les applaudir. Emmanuel Goldstein, Morgan Stanley, Arnaud Piéton, Technip Energies, merci à tous et on vous libère pour le déjeuner. Bonne rencontre.